Le 18 juillet 1998, la France savoure encore son titre de champion du monde de foot quand une affaire éclate sur la course cycliste la plus célèbre de la planète, le Tour de France. L'équipe Festina du célèbre coureur français Richard Virenque est exclue de la grande boucle après la découverte de produits dopants dans la voiture du soigneur de l'équipe. Que s'est-il passé avant cette affaire et quelles conséquences cela a eu pour le Tour de France? Clic Sport vous le raconte. C'est parti. Juridiquement, on aurait pu continuer le Tour de France parce que dans cette affaire, il y a eu des coupables et ils sont écroués. Nous, on est seulement des témoins. Donc, pour le sport, pour le vélo, pour le Tour de France, on quitte le Tour. Et je remercie le public qui a été qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Ces larmes de Richard Virenque, mythique, hein, ça fait partie de l'histoire du Tour de France, de ce Tour de France 1998 qui va vraiment marquer un tournant dans l'histoire de cette compétition, du cyclisme en général, mais même du sport. Et on en reparlera dans un instant. Deux invités amoureux de vélo avec nous, Marc Fayet, Frédéric Brindel. Marc Fayet, comédien, mais également dans les instances du cyclisme français. C'est paradoxal ça, Marc, expliquez-nous. Non, pas du tout. C'est un très beau mariage, je trouve, de toute façon. Et lorsque je vais rouler, je réfléchis à mes pièces, donc ça se complémente très bien. On est ravis de vous avoir ici dans le Clic. Et puis Frédéric Brindel, un ami qui travaille dans le groupe Canal+, qui suit le Tour de France pour le groupe Canal+, chaque année, présentateur sur Infosport Plus cette saison, spécialiste vélo de la maison Canal, et vous connaissez parfaitement évidemment l'histoire de ce Tour de France 98, Frédéric. J'ai préparé cette émission, comme vous m'y avez convié, sur le vélo aussi, ma dernière sortie sous la pluie. Ça permet de réfléchir. Je suis prêt. On va en parler, justement. Alors regardons tout d'abord, pour parler de ce Tour de France 1998, on a l'habitude dans cette émission d'expliquer ce qui s'est passé avant et après. On va remonter le temps et revenir 8 ans en arrière et regarder le palmarès de ce Tour de France, 1990 notamment, avec la victoire de l'Américain Greg LeMond qui gagne pour la 3e fois cette année-là. L'année précédente, il gagne contre Laurent Fignon d'une poignée de secondes. Et puis de 1991 à 1995, l'hégémonie espagnole de Miguel Indurain, Bjarne Riis ensuite, le Danois en 96, et puis l'Allemand Jan Ullrich en 1997. Ça, c'est le palmarès, on le voit ici, palmarès complet du Tour de France dans les années 90, avant ce fameux Tour de France 1998, qui verra la victoire anecdotique ou pas, ça dépend selon certains, de Marco Pantani, mais on en parlera dans un instant. Est-ce que l'on peut dire, messieurs, que cette victoire en 1990 de l'Américain Greg LeMond est le dernier Tour de France plutôt propre avant cette affaire Festina 8 ans plus tard? C'est le dernier Tour de France sans EPO, très honnêtement. Alors, explique ce qu'est l'EPO. Alors, c'est un produit dopant. Érythropoïétine. Poïétine. Oui, il n'y a pas de R sur la dernière, j'ai ripé. C'est un traitement au départ qui sert pour traiter le cancer, le sida. C'est-à-dire qu'il permet d'injecter des globules rouges dans le sang, ce qui permet une meilleure oxygénation du sang pour les gens très malades. Évidemment, pour les gens très en forme, comme les sportifs de haut niveau, ça permet une suroxygénation du sang. Et il est établi qu'avec cette prise à partir d'un certain niveau, on améliore ses performances de 30%. Ce qui est considérable dans ce sport. Et Marc en parlera parce que nous sommes, et lui et moi, dans la confidence des champions cyclistes, mais à partir de 91, les cyclistes français m'ont dit textuellement, les Italiens passaient à côté de nous, ils se moquaient de nous, on se disait mais qu'est-ce qui se passe ? Ils allaient plus vite, ils gagnaient tout. Oui, mais là, c'est un Espagnol qui gagne pendant 4 ans, 5 ans, 5 Tours de France consécutifs. Très vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière les Italiens, il y avait 2 médecins véreux horribles, qui s'appellent Conconi et Ferrari. Parce qu'il faut bien partir du principe que ce ne sont pas les coureurs cyclistes qu'on fustige pour peut-être leur niveau intellectuel un peu faible, ce dont je m'inscris en faux. Mais on ne va pas leur dire, bah, tiens, c'est vous qui êtes à l'origine du développement de traitements comme ça. Donc ce sont des médecins véreux qui, derrière, ont fait le business. C'est parti d'Italie. Et après, dès qu'ils ont vu un coureur important, ils ont dit, bah, toi, allez, on y va, toi, on y va. Donc c'est passé en Espagne. Il y a eu l'affaire Puerto en Espagne par la suite. L'Espagne est devenue aussi un grand consommateur. Donc LeMond, c'est le dernier. Alors oui, on peut dire que par rapport à l'ère qui a débuté sous l'ère Indurain, qui était celle de l'EPO, qui s'est généralisée, et on ne le savait pas. Ce qui est important aussi, et ce qu'il faut dire à ce moment-là, c'est qu'au moment où Indurain a l'hégémonie sur le Tour de France, honnêtement, moi, en tant que spectateur, je n'ai aucun doute. À aucun moment, vous vous dites...
un immense champion. Et pour arriver plus tard à 98, puisqu'il en a été question en ouverture, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire la machine arrière et à revoir l'histoire du cyclisme sur les 8 années qui venaient de se passer et dont Indurain et la Banesto faisaient partie parce que, effectivement, médecin italien à la base, mais médecin également en Espagne, et puis organisation en Espagne assez généralisée dans le sport pour le dopage. De toute façon, ce n'était pas uniquement le cyclisme. Je pense qu'il y avait aussi une surprotection du gouvernement espagnol, tout simplement, pour l'ensemble de ces champions et de ces sports, qui ont permis à la Banesto, et notamment à Indurain, d'avoir cette force de frappe extraordinaire. Ce que dit Marc sur l'Espagne, c'est assez particulier parce que, en fait, il y a un coureur cycliste de la Kelme qui est déclaré positif. Je crois que c'est Pascual Rodriguez, enfin, bref. Et à partir de ce moment-là, donc il est exclu du Tour de France. Donc ça, c'est quelle année pour vous? C'est après 98. Après 98. C'est après 98. Et le gouvernement espagnol, les médias espagnols le surprotègent en disant oui, c'est une cabale. Donc il y a des pays qui se sont dit, grosso modo, rien n'est trop beau pour arriver à la performance. Enfin, des pays, et même l'organisation mondiale, l'UCI, l'Union cycliste internationale, qui a longtemps fermé les yeux avant que l'on prenne la main dans le sac le fameux docteur soigneur de l'équipe Festina, mais on va y revenir. On va raconter à nos téléspectateurs, on va expliquer ce qu'est la Grande Boucle, ce qu'est le Tour de France. C'est une épreuve, l'une des épreuves les plus difficiles du sport. Vous avalez 200 km quotidiennement pendant 3 semaines quasiment. Vous montez des cols à des pourcentages hallucinants, ahurissants. Et là, Frédéric, parce que Marc, lui, n'avait aucun doute quand il voyait gagner ce champion Miguel Indurain, cet Espagnol, qui était assez complet, capable de bien monter, capable de bien rouler, capable d'être bon sur les chronos, en montagne. Vous n'aviez aucun doute également quand vous voyez ce gars-là gagner 5 Tours de France consécutifs, ce que n'a jamais réussi à faire l'immense champion qui était Bernard Hinault. Il en a gagné 5, mais jamais consécutivement. Oui, et y compris Eddy Merckx, bien sûr. Et y compris Jacques Anquetil. Mais en fait, Marc, je le sais, a couru en amateur. Hein, on sait comment ça fonctionne. Il y a quelques éléments, effectivement, pour le grand public... on se laisse porter par le rêve. Mais il y a quelques éléments, comme notamment le fait d'emmener le gros braquet. Vous savez, c'est simple, hein, le braquet, il y a 2 plateaux, par exemple, sur un vélo, pour faire très simple. Au niveau des pédales, oui. Voilà ça. Il y a le petit plateau pour monter les grandes côtes et le gros plateau pour emmener en puissance. Je schématise, encore une fois, je schématise. Eh bien, on voyait que, désormais, dans les ascensions, dans le Tourmalet ou je ne sais où, les coureurs montaient avec le gros plateau. Alors, donc ça, c'était des signes. Ça, c'était très important. Et puis surtout parce que les premiers sont contrôlés, le maillot jaune, les leaders. Mais les gars qui roulent toute la journée à 50 km/h, qui empêchent toute tentative d'échapper, toute stratégie originale, c'est-à-dire, tiens, je vais le piéger, je vais attaquer à 50 km de l'arrivée. Non, parce qu'il y avait encore des coéquipiers qui étaient des mecs costauds, qui étaient forts dans Paris-Roubaix, mais qui, dans les étapes de montagne, emmenaient fort comme ça. Donc on avait des signes. Les Français, parlons des Français, parce que cette période-là, c'est un peu la pénurie. Au début des années 90, on n'a pas grand monde. Alors, il y a cette hégémonie espagnole, la Banesto, Miguel Indurain, quelques Belges sur les classiques. Oui, pas mal même. Pas des moindres. Pas des moindres, mais pas de Français. C'est étonnant ou pas? Je pense que, alors là, s'il faut généraliser sur la pratique dopante, je dirais, du cyclisme à ce moment-là, la France était tout simplement en retard. Et pour revenir encore aux images de 98 pour Richard Virenque et son équipe, Festina, ils ont essayé de rattraper. Oui. Ils ont essayé de rattraper parce que déjà à partir de 92, 13, 14, certaines équipes, et puis on ne va pas refaire les grandes épreuves que étaient la Flèche Wallonne ou trois coureurs de la même équipe avaient lâché tout le monde à 70 bornes et puis avaient fini tout seul, la Guéouiche-Balane. Il y avait aussi l'année d'après ou 2 ans plus tard, en 96, sur un Paris-Roubaix, pareil, 3 coureurs de la Mapei, sachant que dans le classement des 10, ils étaient au moins 5 ou 6 qui arrivaient. C'est-à-dire que les Français n'étaient que spectateurs et voyaient que ce soit en Espagne, pour la Banesto, que ce soit en Belgique, que ce soit dans ces pays-là, ou même en Italie, il y avait visiblement quelque chose qui était très très bien instauré. Ce que Festina a tenté de faire à partir de 93-94, quand ils ont vu que ça se généralisait, mais qu'ils étaient à l'écart. Ça se mettait en place d'une manière tout à fait scientifique. Et c'est ce que Festina a essayé de faire. Et c'est pour ça qu'ils étaient sur le point, je dirais presque, de gagner le Tour en 98, parce que tout était mis en œuvre de la manière la plus...
juste possible, la plus organisée, la plus avouable possible au sein même de l'équipe pour que ça puisse se faire. C'est ça un peu ce qui s'est déroulé. Je me permets modestement de faire la synthèse, monsieur. Vous êtes parti de 90. Qu'est-ce qui change à partir de 91? C'est effectivement ce qui explique Marc. Et de 91 jusqu'à 94, il y a 2 Français qui ont réussi une performance. C'est Gilbert Duclos-Lassalle sur Paris-Roubaix, qui gagne. Paris-Roubaix, c'est une course d'un jour, on le rappelle. Hein. Et qui gagne, je vais vous dire, j'ai eu le bonheur de commenter avec lui 6 ans sur les chaînes Canal, la Coupe de France. Et Gilbert m'assure, et je peux vous le dire les yeux dans les yeux, il gagne sans EPO. Sans EPO. Simplement, il gagne à l'expérience, il a 40 ans, il sait comment faire, il se prépare, c'est son unique objectif, c'est le but de sa carrière. Et l'autre vainqueur, c'est Jackie Durand qui gagne un Tour des Flandres en partant de très très loin le matin. C'est un coup du siècle, pas un coup de chance, parce que surtout pas, mais c'est un coup de poker qui marche. Mais rien d'autre, le premier Français. Et qu'est-ce qui se passe? 94, champion du monde, Luc Leblanc. Tous les gars qui marchent, 97, champion du monde, Laurent Brochard. Tous ces gars-là, on les retrouve chez Festina. Oui. Brochard, Moreau, Rousse, Virenque, Hervé. Festina, c'est l'équipe de Richard Virenque à la fin des années 90 qui va se faire pincer. Vous parlez de Luc Leblanc, 1994 champion du monde, 97 Laurent Brochard champion du monde également. Richard Virenque dans tout ça, qui est la coqueluche du cyclisme français au milieu des années 90, qui va faire 2 podiums consécutifs, 1996, 1997. On se dit enfin, on a un potentiel successeur à Bernard Hinault, l'immense Bernard Hinault, pour gagner le Tour de France. À ce moment-là, avant le Tour de France 98, Virenque est l'un des gros outsiders. Le favori, c'est Jan Ullrich, qui vient de gagner l'année précédente et qui fait 2e 2 ans plus tôt. Il est très jeune, il est allemand, il est très fort. Mais derrière, on a un favori français, un outsider, le gros outsider, c'est Virenque. Bien sûr. Et puis, il a réussi à semer, je dirais, cette réputation, en tout cas à l'instaurer, grâce au tour précédent en 97. Bien sûr. Puisque son équipe, Festina, a tout fait péter cette année-là. S'il n'a pas gagné le tour, c'est peut-être que tactiquement, il a et qu'il était moins bon sur les chronos, généralement. Voilà. Oui, ça, il l'était, c'est évident. Mais tous les espoirs étaient permis parce que l'équipe était d'une force incroyable. Le système était tellement bien mis en place par le docteur Ricard, sous la bénédiction du grand ordonnateur de l'équipe qui était Bernard Roussel, Bruno Roussel, exactement, le directeur sportif. Et le directeur sportif. Et donc Richard Virenque était programmé pour ça. Et en 97, oui, tous les espoirs étaient permis parce que, ça y est, ils étaient en place. Et 98, ils l'étaient totalement. Sauf que il s'est déroulé cette affaire. Et je pense que, alors là aussi, c'est quand on fait fonctionner un peu les antennes, on se rend compte que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas uniquement parce que la ministre des Sports avait décidé de lutter, qui était Marie-Georges Buffet, de lutter vraiment efficacement contre le dopage, mais des gens ont dû parler. Je pense que les gens ont dû parler parce qu'ils ont senti qu'on était arrivé à un point ultime et que, voilà, il fallait un sacrifice. Alors, il fallait un sacrifice. On va mettre les guillemets, c'était l'homme à abattre à l'époque, Richard Virenque, parce qu'il arrivait sur le Tour de France en gros favori avec son équipe et que tout le monde, comme le disait Marc, dans le peloton, voyait que Festina commençait à émerger. Ça embêtait et ça posait des questions. Parce que ce système un peu mafieux qu'on a évoqué, qui est parti de l'Italie, a commencé à gêner un peu tout le monde. Et il faut se poser les vraies questions. Déjà, alors on est en train de se les poser, je dis pas... mais j'écoute attentivement. On est d'accord. Je dis que Bruno Roussel est rentré dans la tricherie, mais nous lui devons tous le crédit d'avoir fait ça aussi pour le bien sportif de ses coureurs. C'est dingue que vous disiez. Pas médical, mais sportif. C'est impensable de dire ça. C'est simple. Oui. S'il ne fait pas ça, les sportifs français, les cyclistes français de haut niveau passent à côté de leur carrière. On y reviendra parce que certains ont connu la même chose pour quelques années après. Mais s'il ne fait pas ça, personne ne pouvait rivaliser. Moi, je suis très ami avec un directeur sportif d'une autre équipe à l'époque qui, sur un Tour d'Italie, rentre dans une chambre un soir et sauve un coureur de la mort. En fait, vous vouliez dire qu'à l'époque, les directeurs sportifs, et notamment, en l'occurrence Bruno Roussel, ont essayé d'organiser tout ça, plutôt que ce soit l'anarchie et que chacun se pique dans son coin et prenne des doses incroyables. Un coureur français très célèbre, dans ces années-là, a failli mourir sur le Giro parce qu'il s'est piqué par lui-même. Et à partir de ce moment-là, Roussel, il a dit « Ok, d'accord. Sa boutique, ça ce sont les termes cyclistes, sa boutique chez les Espagnols, sa boutique chez les Italiens, chez les Belges, nous on va organiser ça. » Donc je dis,
entendons-nous bien, Bruno Roussel est rentré dans la tricherie. À ce titre, il est tricheur. Mais il rentre dans la tricherie parce qu'il en est obligé et qu'il organise un système pour protéger. En fait, les autres équipes, ses coureurs ne lui laissent pas le choix, en gros. C'est pas possible. Et d'ailleurs, sur ce Tour de France, on parle de l'affaire Festina, mais l'équipe TVM est arrêtée également. Bien sûr. Hein, bien sûr. Et puis, au cours de ce Tour de France, les équipes espagnoles, notamment celle du champion de France, qui s'appelle Laurent Jalabert, la Once, part aussi. Oui. Et il y a plusieurs équipes qui vont, mais on va y revenir, voilà. qui s'excluent d'elles-mêmes, en fait. Et la Once a un médecin qui s'occupe de l'équipe cycliste, mais qui est en contact avec des très grands tennismen espagnols qui gagnent tout. On a exactement la même chose, un quatuor de Roland-Garros avec que des Espagnols. Je pose la question, pourquoi ? Je pose la question. On a aussi ces médecins qui travaillent avec les clubs de football. Donc à partir de ce moment-là, tout est gangréné. Ce sont les années EPO. Et Roussel a fait, oui, je rentre dans la tricherie, mais je le fais, je suis payé. On doit être performant, donc je vais encadrer, ça évitera, comme dans d'autres équipes, d'avoir des coureurs qu'on sauve de la mort. Votre sentiment là-dessus, Marc ? Oui, à un moment donné, je pense que quand on est dans un business, puisque à un moment donné, il faut bien parler de ça, hein, ce sont des gros sponsors qui sont là, qui veulent, s'ils mettent autant de budget, c'est pour courir le Tour de France en priorité, et pour être compétitif sur le Tour de France et exister autour des autres équipes et au milieu de ces équipes-là, qui toutes déjà avaient un système de dopage organisé, et c'était de notoriété du milieu, clanique, pas de nous, spectateurs. Eh bien, il fallait s'y mettre, mais le faire le mieux possible, le plus justement possible et en protégeant d'une certaine manière les coureurs. Alors, on a écouté cette conférence de presse de Richard Virenque et de l'équipe Festina le 18 juillet 1998. Que s'est-il passé avant le départ du Tour de France ? Parce que là, on est en plein Tour de France. On est dans les premières semaines du Tour de France, la première semaine, je crois. Que s'est-il passé quelques jours plus tôt ? Comment cette affaire Festina a éclaté, Frédéric ? Alors, une équipe est suivie, c'est l'équipe Festina, qui est à ce moment-là l'équipe numéro 1 mondiale, avec des coureurs français qui peuvent gagner le Tour de France. Et la ministre, Marie-Georges Buffet, ministre des Sports, se fait de cette lutte contre le dopage un combat. Bravo à elle, à juste titre. Bravo, c'est très bien. Donc, il faut mener des enquêtes et la voiture d'un soigneur, on les appelait les soigneurs, sont des gars qui sont des assistants qui font un peu de massage. Willy Voet, en l'occurrence, sa voiture est interpellée. À l'intérieur, il y a des centaines de doses de PO. Il reconnaît très vite que c'est pour les coureurs, voilà, etc., etc. Ensuite, le Tour de France, cette année-là, part le 11 juillet, puisque la finale de la Coupe du Monde de football est le 12. Donc, le Tour de France a été reculé. Il part d'Irlande, donc on n'est pas sur le territoire français. Pour l'instant, les Français attendent qu'une seule chose, c'est la finale de Zidane et ses coéquipiers. C'est là-bas en Irlande, on est tranquille. Et très très vite, une fois que le surlendemain, on a fêté les Bleus, là ça commence à faire tache d'huile. Bruno Roussel et le docteur Ricard de l'équipe Festina sont arrêtés. Ils avouent un système organisé. Et le pauvre Richard Virenque, alors quand on était en off, ce qu'on appelle dans le métier en off, on ne nous a pas vu, on a souri, mais ce sont des années tristes. Mais Richard part dans une défense terrible. Il a avec lui un avocat qui veut faire le show, c'est Maître Collard. Et Maître Collard lui dit « Allez, tu n'avoues pas », alors que tous les autres, Moreau, Zoule, tous les gars de l'équipe disent non, mais lui, OK, on a pris le PO, lui dit non. On m'aurait menti, et ça donne les guignols, ça donne tout ce qu'on a dit sur Virenque. Voilà. Parce que derrière, il y a... La fameuse phrase de Richard Virenque, à l'insu de mon plein gré, c'est la date de cette époque-là. Le pauvre essaye de se défendre parce que son avocat lui dit « si tu n'avoues pas, je ne sais pas », et puis on va aller à la procédure. Avocat qui est devenu aujourd'hui politique. Hein. Voilà. Mais ça, je suis désolé, c'est le fantasme de certains avocats, c'est quand même d'aller faire un peu le business. Donc là-dessus, Virenque se ridiculise. L'histoire, elle est plutôt sympa parce qu'aujourd'hui, Richard a une cote de popularité énorme, c'est-à-dire qu'on aime bien aussi Bourvil, vous voyez, des gens comme ça, c'est-à-dire qui font un peu bonnet, tout ça, mais qui finalement rentrent dans l'affect. Voilà, mais je pense que c'est par rapport à la remarque, Karim, sur ce moment très important et très émotionnel de ce garçon, il y a aussi une forme de dramaturgie, parce que avant d'arriver à ce moment crucial, le moment où il y a cette conférence de presse organisée à la va-vite comme ça, il y a eu une suite de choses, c'est-à-dire que le patron du Tour de France, Jean-Marie Leblanc,
à l'époque, est venu lui notifier que l'équipe devait partir, donc il ne pouvait pas ne pas partir, alors qu'il voulait continuer à courir, hein, les gars. Hein. De toute façon, hein, que Willy Vogt, le soigneur, soit pris avec les ampoules de PO, pour eux, ça leur posait aucun problème. Même que Bruno Roussel se retrouve en prison et en garde à vue, ils s'en foutaient. Ce qu'ils voulaient, c'était courir le tour. Parce qu'ils ont 20 ans, parce qu'ils ont 20 ans, parce qu'ils veulent en bouffer, et c'est normal, ils veulent faire leur métier, ils veulent être à la lumière. Et puis ce jour-là, Marc, c'est une étape cruciale, c'est un contre-la-montre en Corrèze, chez le président de la République, Jacques Chirac. Je te laisse. Oui, donc ce moment est un grand moment presque de théâtre, parce que Richard Virenque qui prend la parole, Richard Virenque qui pleure, eh ben, ça fait pleurer dans les chaumières, ça c'est évident, puisqu'on n'attendait que lui. Il était et c'est lui qui a été le bouc émissaire idéal. Alors, partons après ce fameux 18 juillet 98, victoire de Marco Pantani, hein, qui est le symbole d'un homme qui est mort ensuite par la drogue. On n'y reviendra pas, ça fera l'objet peut-être un jour d'une autre émission. Regardons le palmarès du Tour de France après 1998. Prenons le palmarès de 1999 à 2005, par exemple. Lance Armstrong qui s'impose, regardez, mais des titres qui vont être retirés à Lance Armstrong. Alors moi j'ai une question qui est toute simple, messieurs, d'en attribuer, vous voyez. Comment cette affaire Festina qui a tant fait la lumière sur le dopage dans ce sport, dans le cyclisme, a-t-elle pu déboucher sur le plus gros scandale, la plus grosse tricherie de l'histoire du sport, juste l'année qui a suivi, Frédéric? C'est incroyable. Oui, nous savons aujourd'hui que nous pouvons graduer la notion de tricherie. Je m'explique. Tout à l'heure, nous avons dit, finalement, Bruno Roussel a essayé de mettre à niveau ses coureurs et sa démarche, je vais faire un super jeu de mots, était positive. Vous voyez ce que je veux dire, mais ça veut tout dire. Bjarne Riis a gagné le Tour de France avant le Danois, 96, ouais. Jan Ullrich en 97. Tous ces coureurs, on le sait, ont été ensuite convaincus de dopage, mais on ne les a pas retirés des tablettes. Tout simplement parce qu'on part du principe que ces gens qui ont gagné le Tour de France, les 15 coureurs qui le suivent au classement général sont tous à l'EPO. Ouais, le juridisme. Peut-être. Oui, il y a le premier Français, Laurent Madouas, sur un Tour de France en 92, effectivement. Mais les 10, d'accord? Donc, à partir de ce moment-là, et c'est ce qu'on disait pour l'affaire Festina et Bruno Roussel, tout le monde y est, ok, tout le monde y est. Et jusqu'à 98, tous les vainqueurs après Greg LeMond, hein, vous avez bien fait de mettre ce repère, c'est les années EPO. Et là, que se passe-t-il? Les Français, les Belges, les Allemands vont dire on arrête. On a été trop loin. Et il y a quelqu'un qui se soigne pour le cancer, pour lutter contre le cancer. Lance Armstrong, donc. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que l'EPO? C'est un traitement pour soigner le cancer. Donc, il en prend. Et à partir de ce moment-là, il y a une certaine légitimité à revenir à son meilleur niveau en ayant des traitements. Et là, c'est tout le système qui va se mettre en place. Et à partir de ce moment-là, Lance Armstrong va continuer à fonctionner avec ces traitements, va l'institutionnaliser, va aider la recherche contre le cancer, va jouer sur ce qui a été sa triste aventure de malade du cancer, pour en faire un business. Il va mettre l'Union cycliste internationale et son président Hein Verbruggen dans l'affaire. Je vous paye, je finance les tests antidopage, mais il met en place une mafia. Ça veut dire que la différence entre les années Riich, Ullrich, Indurain, qui sont vainqueurs du Tour de France, et ils le sont aujourd'hui officiellement, et les années Armstrong avec celui qui en gagne 7 mais qui ne l'est pas, c'est que tout le monde n'est pas au même niveau de traitement. Moi, j'ai une question pour vous, Marc, parce que vous disiez tout à l'heure sur Indurain, oui, en tant qu'amoureux de cyclisme, j'étais, entre guillemets, un peu naïf, et je pensais que c'était vrai qu'il gagnait à la pédale. Bien sûr, parce qu'il était tellement beau à voir. Quand vous voyez Lance Armstrong, moi, c'est l'époque que je regarde, quand je regardais le Tour de France, j'ai découvert le Tour de France fin des années 90, début des années 2000. Pour moi, voilà, je voyais Armstrong comme une machine de guerre, et limite, je lui vouais un culte. Je disais, franchement, ce gars-là qui est revenu de cette maladie et qui arrive aujourd'hui à s'imposer. J'étais candide. Vous l'étiez aussi ou pas, candide? Non. Alors, j'avoue que dès 99 et l'arrivée de Armstrong, j'ai pas aimé ce coureur, en fait. Je l'ai pas aimé. Même si beaucoup s'accordent à dire que c'est un immense champion. Même des coureurs professionnels qui ont couru avec lui, à ses côtés, qui ont été ses concurrents, disent ça reste quand même un immense champion. Je veux bien. Mais dès le début, je dirais que si on a eu affaire à des petits chefs,
des petits leaders, là on a eu affaire à un grand patron et à un parrain. Et je crois que c'est ça qui était le plus dérangeant, c'est qu'il régnait sur le cyclisme mondial. Il ouvrait un marché énorme qui était donc les États-Unis. Greg LeMond avait ouvert une petite porte, mais avec Lance Armstrong, mais c'était plus que ça. C'était un business faramineux qui se mettait en place. Et tout le monde, UCI derrière, y voyait ses propres intérêts. C'est-à-dire y monter des épreuves là-bas aussi et vendre. Et puis les vélos qui pouvaient se vendre là-bas. Et puis tous ces échanges commerciaux avec, au-delà de ça, la médiatisation, supra-médiatisation de Lance Armstrong, qui savait le faire mieux que personne, puisqu'il était capable de serrer les mains des présidents qui se succédaient et lui de gagner les tours. Donc oui, c'est ça, c'est exactement ce que vous disiez, c'est avoir affaire à un vrai parrain. Donc en fait, de petite mafia et d'un côté un peu clanique de cet univers, au départ, on est arrivé à la tête de la pieuvre. Et c'était exactement ce qu'on a vécu avec les années que vous avez montrées et la suprématie de Lance Armstrong. Pour terminer, messieurs, cette question, là on a vu sur les 2 dernières années au Tour de France, des jeunes s'imposer. Egan Bernal, 22-23 ans, le Colombien, Pogacar, le Slovène qui s'impose, 22 ans également, 23 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la certitude que le Tour de France est devenu propre? Alors, le monde évolue. Et je voudrais penser déjà à toute cette génération, les Sandy Cazard, Sylvain Chavanel, qui auraient pu... Ce sont des coureurs français qui étaient de bons coureurs. David Moncoutier. Voilà. Et puis, il se passe quelque chose à partir de 2010. Il y a eu, après Armstrong, il y a eu Floyd Landis qui a gagné le Tour de France, mais qui a été déclassé. Il y a eu Alberto Contador qui a été déclassé. Donc Schleck et Pereiro ont été... Et à partir de 2011... c'est la victoire de Cadel Evans. Il y a des Français qui reviennent dans le classement général, Thomas Voeckler, Pierre Rolland. Et puis, on sent bien qu'il y a des choses qui fonctionnent différemment. La manière de pédaler, la stratégie de course, les vitesses moyennes aussi. Et il y a eu quelques doutes, mais les doutes ne sont plus forcément sur ce dopage, on va dire, médical, parce que c'est vrai qu'il y a un gros suivi, et certains tombent encore. Hein. Mais ça a été un dopage qu'on a imaginé technique, avec le fameux moteur dans les vélos. Ça, c'est le doute aujourd'hui. C'est le doute sur certaines performances. Il y en a dans les classiques, avec un coureur suisse qui pose certaines questions. Je ne le cite pas volontairement parce qu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est prouvé. Ou alors un coureur britannique qui gagne un grand Tour de France, où il y a quelques doutes sur ses vélos. Aujourd'hui, la grande question est là. Même s'il y a encore des astuces et des médecins véreux qui traînent derrière. Mais je peux vous dire qu'on est passé quand même dans une autre ère, et on a des jeunes Français, ou des un peu moins jeunes, comme Thibaut Pinot, qui nous font... Julien Alaphilippe, champion du monde. Le Français, voilà, ce sont des motifs d'espoir, de voir des jeunes gagner le Tour de France, de voir un Julien Alaphilippe, champion du monde, le Français, qui a fait rêver des millions de téléspectateurs sur le Tour de France ces dernières années. On va dire qu'on peut raisonnablement commencer à y croire. Alors bon, évidemment, on le rêve, le vainqueur du Tour de France français. Il arrivera peut-être, ce sera peut-être pas Pinot, ou peut-être que oui, ce sera peut-être Alaphilippe, ce sera peut-être un autre, les générations arrivent. Mais en tout cas, puisqu'on sait qu'on n'est plus du tout dans la même époque, que ça ne fonctionne plus de la même manière, et que tous les gains marginaux, tels qu'on peut les préciser pour essayer d'aller un peu plus vite, n'ont plus à voir avec cette machine chimique qui était mise en place pour que le corps devienne au-delà de ce qu'il devait être normalement. Donc, on est comme ça sur des astuces peut-être techniques, comme en Formule 1, je dirais, sur les vélos. Je pense qu'on ne peut pas dire que le dopage n'existera pas. Dans le sport professionnel généralisé, il y a toujours un peu de dopage. Mais dans le vélo, cette époque, pour moi, est tellement révolue qu'on a toujours de l'espoir, mais il faut garder la lumière allumée, comme disent certains, et rester prudent. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marc Fayet, Frédéric Brindel, et à très bientôt pour un nouveau Clic Sport. Ciao. Merci.